ceux qui réussissent pour aider leurs petits frères et, comme certains disent, ne pas refermer la porte derrière soi. Bref, il y a tout un tas de sujets, toute une problématique, selon moi, à penser et à repenser d'une certaine manière, mais jamais à penser, parce qu'on ne l'a jamais pensé, sur la communauté tout entière, qui se veut peut-être un modèle qui copie, pourquoi pas, ce que les Juifs ont fait, c'est-à-dire que les Juifs ont massivement investi leurs descendants un peu prolétaires pour en faire des valeurs ajoutées et des figures de modèle à leur communauté. Donc nous, c'est le même schéma qu'il faut reproduire, dénoncer ceux qui nous foutent la honte, dénoncer ceux qui nous hachiment d'une certaine manière à tous les niveaux, et puis après avancer avec ceux qui sont dignes et ceux qui sont légitimes. Et les autres, je ne suis désolé, mais n'ont pas le droit à la parole. Voilà, je vous rends la parole. Merci. Merci à toi, Malik. Alors, juste pour reprendre, il y avait un propos très intéressant. Alors, toi, tu as dit les territoires perdus par la République, mais c'est en référence à un ouvrage que je vous invite vraiment à lire. C'est un ouvrage collectif qui a été publié au début des années 2000, je crois. Oui, 2001-2002. Là, j'ai une fiche de lecture de ce livre-là. Il s'appelle Les territoires perdus de la République. Alors, le directeur de publication, c'est Monsieur Georges Bensoussan. Alors, c'est l'historien ultra-sioniste qui passe sur tous les plateaux de télévision. Et alors, regardez le contenu du livre. Hein. Alors, on est au début des années 2000. Très important de le noter. Hein. Début des années 2000. Donc, on a la fin de on a la deuxième intifada et on est juste après le 11 septembre. Donc, voilà ce que dit la fiche de lecture. Alors, sous la direction de Georges Bensoussan. Ah non, qu'est-ce que je dis? C'est pas la fiche de lecture, c'est le Wikipédia. Là, je suis sur le Wikipédia, sur mon téléphone, des territoires perdus de la République. Donc, sous la direction de Georges Bensoussan, il a pris un pseudonyme, c'est Emmanuel Brunner. Il rassemble les témoignages. On est en 2002. C'est bien de pouvoir mettre les choses bien précisément et de les ancrer dans l'histoire. Hein. Sous la direction donc de M. Bensoussan, qui rassemble des témoignages d'enseignants et de chefs d'établissements scolaires faisant état d'une dégradation du climat scolaire et d'une perte de l'autorité de l'école républicaine vis-à-vis des jeunes d'origine maghrébine. Vous avez entendu, hein? Ça, c'est le livre. Hein. On continue. Les auteurs, donc il a fait un travail d'investigation. Hein. Il est parti au lycée Henri IV. Les auteurs, ça c'est vrai, les auteurs témoignent d'un climat de violence et d'intimidation dans certains quartiers, de la part d'élèves, on parle des élèves d'origine maghrébine, hein, n'hésitant pas à défier l'autorité des enseignants et à instaurer un climat de peur. Il rapporte, en particulier, chez ces mêmes élèves, des comportements sexistes, ainsi qu'une haine des juifs, souvent liée à des tensions liées au conflit israélo-palestinien et à des stéréotypes antisémites. Vous avez entendu, hein? C'est pas moi, c'est Wikipédia. Hein. Donc là, ces histoires aussi, moi c'est pour ça que je dis, il faut faire très 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 attention quand on reprend certains propos parce qu'on a l'impression, comme je l'ai dit, on mélange différentes dimensions. Il y a l'immigration, il y a l'aspect religieux, il y a la dimension aménagement du territoire géographique, qui habite avec quoi, comment et pourquoi. Malik nous a partagé son témoignage où on lui a proposé, ou on a proposé à ses parents d'aller, entre guillemets, d'un quartier à un autre. Tout le monde habite dans un quartier. Et j'arrête pas de le dire tout le temps sur chaque space, mais c'est vrai. On a l'impression que quand on dit les quartiers, c'est un mot gentil pour dire les Noirs et les Arabes. Mais il faut le dire, hein, si c'est ce que vous pensez. Mais c'est ça, Philippe. Tu sais, pour parler en tant que prof, quand tu fais tes mutations, tu vois, au départ, juste après ton stage, quand tu es titularisé et que tu sais que tu vas bouger, et tu dois faire des choix, et en général, tu es envoyé soit à Créteil, dans l'académie de Créteil, soit dans l'académie de Versailles, ou en tout cas dans le nord, vers Tourcoing, etc. Et en fait, moi, j'ai déjà entendu beaucoup de mes collègues à l'époque, donc, mais avoir la peur au ventre, en se disant, mais où est-ce que je vais atterrir? Comment ça va se passer? Ton micro, il bug. On entend, mais ton micro bug. Tu bugs un petit peu. Ah, tu m'entends là? Un peu mieux. Oui, mais attends, je reprends après. Non, mais en tout cas, c'était très important ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on crée, et là, c'est quelque chose que j'aimerais aussi. Minolo, tu es avec nous ou pas? Je ne sais pas si Minolo est toujours avec nous. Je vous écoute. Minolo, alors déjà, bon, je vais arrêter alors de. J'aimerais avoir ton avis. Qu'est-ce que tu penses déjà de. Parce que sinon, je vais parler pendant 3 heures. Et je voulais recueillir aussi son avis. Qu'est-ce que tu as pensé des interventions des uns et des autres? Là, pour le coup, on a parlé. Malik a parlé du concept que je n'ai jamais entendu, donc c'est le sien.
les territoires perdus par la République, faisant référence au livre de Monsieur Bensoussan, les territoires perdus de la République. Tout... Ouais, dans la même lignée que la France Orange Mécanique. Exactement. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Après, moi, je suis réaliste et factuel. Il y a un moment, faut arrêter de dire faut arrêter de dire qu'en France, il n'y a pas de violence. Faut arrêter de dire qu'il n'y a pas, que dans certains quartiers de la France certains lieux, on va dire, en France, sont devenus des coupe-gorges. C'est la vérité. Faut arrêter de mettre ça sous le tapis. À un moment, il faut aussi arrêter de dire, comment t'expliquer. Mais attends, c'est un coupe-gorge pour qui? Pour les habitants. C'est-à-dire pour les mêmes, en fait. Ouais, oui, on ne peut pas nier qu'il y a de la délinquance. Non, mais la délinquance, elle est visée sur qui, en fait? Est-ce que c'est l'autochtone, on va dire celui qui est là depuis X générations, ou est-ce que ce sont sur les mêmes populations? Parce qu'en fait, c'est ça la vraie question. C'est sur l'ensemble de la population. Ceux qui vivent, c'est dans tous les. Le scooter, celui qui n'habite pas en dessous du bâtiment ou dans ce quartier en particulier, il n'a pas de problème. Donc les premiers concernés sont les gens qui habitent là-bas. Ce sont des gens qui habitent dans le 16e arrondissement. Oui, mais il y a la violence du haut. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a la violence du haut et la violence du bas. Maintenant, malheureusement, c'est toujours les mêmes qui souffrent tout le temps des mêmes violences depuis des décennies. Donc voilà, quand tu as un père de famille qui a garé sa petite voiture, qui a du mal à payer son assurance à la fin du mois pour nourrir les siens, et qui se lève et il voit que sa voiture elle a été brûlée parce que des clampins ils ont foutu le feu, tu te mets à sa place et le mec, s'il est assuré en tiers, en plus il a que ses yeux pour pleurer. Donc non, il y a un moment, depuis 30 ans, il y a des gens qui le vivent, tout ça. Ça, on peut pas le nier. Et moi, je pense que c'est des problèmes que la gauche a nié ces problèmes, ils ne se sont pas appropriés, il faut dire la vérité. Ils ont toujours été dans et pourquoi ceux qui reprennent cela, ce sont principalement les relais pro-israéliens? Après, là, je te parlais d'un livre, par exemple. C'est pas parce que je dis ça je dis pas qu'il y a des torts aussi de l'autre côté et qu'il n'y a pas aussi de la violence du haut, tout simplement. Après, moi, le seul souci qu'il y a, c'est que depuis, après ça, je le dis, c'est qu'en fin de compte, tous ces faits divers ou tout ce qui se passe, on va dire, les traits sont quand même grossis. Les médias, ceux qui tiennent les médias dans ce pays en font leur titre toute la journée, du matin au soir, depuis 20 ans, plus qu'avant, et surtout depuis l'époque d'Internet. Comme pour l'islam, il y a eu des attentats le 11 septembre 2001, mais depuis les attentats du 11 septembre 2001, on sait très bien que des politiques ont instrumentalisé tout ça pour faire naître une islamophobie dans le pays. Ça aussi, il ne faut pas le dire. Donc voilà, après, il y a un ras-le-bol. Tu as des gens, ils pensent que c'est à cause des musulmans, à cause des enfants d'immigrés et à cause des étrangers que ce pays est devenu un foutoir, parce que on leur balance ça on leur balance cette matière du matin au soir, c'est tout, classe. Les gens, ils sont à découvert, ils touchent la paye le 2, le 6 du mois, ils sont à découvert. L'inflation, la vie est chère, la vie est dure. Souvent, tu as des parents qui sont partis, des enfants qui sont partis, ils reviennent vivre chez leurs parents à l'âge de 30-40 ans. Tu as aussi des vieux qui le voient. Ça, c'est des trucs de la vie de tous les jours. Mais beaucoup de gens derrière leur téléphone, ils parlent pas du réel, je crois. Donc voilà, quoi. Maintenant, moi, en espérant que M. Bardella. Moi, ce qui me gêne, Minolo, en fait, c'est pas le descriptif. Moi, ce qui me gêne, moi, c'est surtout la récupération. Et la récupération, c'est politique, c'est tout à fait normal. Mais bien sûr, des gens qui ont mais c'est quoi l'agenda derrière, en fait? Moi, je vais te parler du rayon laser, parce que depuis tout à l'heure, vous n'en parlez pas depuis tout à l'heure, laser, mais il faut parler du rayon laser. De quel? Celui de Skywalker, j'allais dire. Le rayon paralysant. Tu veux que je mette l'extrait, là? Je l'ai devant moi. Ben voilà, donc il faut parler du rayon paralysant qui est l'antisémitisme, et voilà, et certaines personnes qui arrivent à faire. C'est compris. Donc voilà. Non, mais quel est l'objectif? Regarde, je vais donner un exemple. Comment ça se fait que tu as une femme qui vient avec un kéfier devant la télé, on en parle pendant 4 jours, alors que tu en as une qui aborde une casquette nazie et qui va se présenter au 2e tour, pratiquement silence radio. C'est ces questions-là qu'il faut répondre, tout simplement. Non, ils l'ont fait quitter. Oui, mais bon, voilà. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi un Mélenchon instrumentalise le kéfier de Rima Hassan. Comment ça se fait que tu es quelqu'un qui est parti faire sa prière, qui est descendu en bas de chez lui, il s'est fait agresser, ça a été filmé et tout, il s'est fait agresser en bas de chez lui, le crâne fracassé, les mecs ont été condamnés à 3 ans de prison, mais c'est pas passé sur les chaînes de télé, il n'y a rien eu du tout. Donc, et en plus, je crois que ça a été fait, ils sont passés en comparution immédiate. Ah, voilà, ça c'est les bonnes questions, classe, il n'y a pas besoin de... Et on peut parler aussi d'une question aussi sous-jacente, c'est la question de l'instrumentalisation des Maghrébins, des musulmans en tout genre, même du kéfier palestinien,
par une gauche aussi, qui nous envoie au casse-pipe. Après, moi, je suis moins sévère avec toi. Écoute, Arrête avec la gauche. Après, quoi. attends, Malik, attends, je te coupe. Tous les politiques, tu le sais très bien, dans les années 80, pour tous les politiciens, pour que ça soit fun et pour plaire à une certaine jeunesse, même à une jeunesse blanche qui était très, on va dire, politisée à l'époque, très gauchiste, c'était fun d'avoir un kéfier. Donc ça aussi, à l'époque déjà. Mais après, moi, je trouve que moi, je suis d'accord sur beaucoup de points avec toi. L'instrumentalisation est la même. Attends, non, moi, je suis mais tu vas d'accord. pas taper sur une ambulance, là, ça n'a rien à voir. Juste dis un truc. Non, si, ça a à voir. Malik, moi, je suis d'accord. Moi, je peux être d'accord sur beaucoup de points, sur ce que tu décris. Sauf que, par contre, je trouve que tu es vraiment trop sévère avec la LFI. Mais vraiment trop sévère. Non, mais alors, faudrait. Non, mais Non, que je sois sévère. Attends, moi, je te pose une question. Non. Que je sois sévère ou doux, ça, c'est une appréciation, je dirais, un peu sentimentale. On s'en fout. Non, c'est pas sentimental. Ce que je veux savoir, moi, au-delà de la sévérité ou de la douceur que j'ai à leur égard, ça, on s'en bat les reins. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que je me trompe ou est-ce que je me trompe pas. Si je me trompe pas, non, mais tu peux pas faire porter toute la responsabilité de la gauche à la LFI. C'est ce que je n'ai pas dit. Attends, Malik, le fait, attendez. Les gars, calme, s'il te plaît. Non, moi, vas-y, finis, Minolo. Je vous ai écouté 1 heure et là, c'est vrai que vous m'avez coupé 3 fois. Il y a un moment, il faut dire les choses. Celui qui a parlé du rayon paralysant, celui qui a critiqué le CRIF, c'est Mélenchon, qu'on le déteste ou qu'on l'aime pas. Il faut dire la vérité à un moment. Faut être. Moi, j'essaye des trucs. Il faut le dire aussi. Ce qui est, c'est que Mélenchon, ça reste le dernier pro-palestinien dans la classe politique française. Cette ancienne classe politique. Après, que ça soit par par vice ou par opportuniste ou par électoraliste, que tu veux, ok, très bien. Mais il le fait quand même. Le premier qui a dénoncé le génocide, et celui qui dénonce le génocide et celui qui se fait diaboliser. Là, comme tout ce qu'il est en train de se manger depuis un moment, c'est ce que Le Pen s'est mangé pendant 30 ans. Donc voilà, ça, faut pas le nier, il faut le dire. C'est Mélenchon, c'est la LFI. Donc voilà, maintenant, après, je suis sur tout ce qui est sociétal et leurs projets. Moi, personnellement, ça me plaît pas du tout. Mais des fois, il faut savoir reconnaître certaines choses, Malik. Vas-y, je vous passe. Attends, non, laisse le micro coupé, comme ça. Merci de m'avoir écouté. Je mets l'extrait. J'essaye d'être honnête, moi. Attends, Minolo, je l'avais mis au début du Space. Je vais remettre l'extrait parce que vraiment, c'est un extrait intéressant de 2017. On pourra dire si c'était de l'opportunisme ou pas. En tout cas, c'était un extrait intéressant. Demandant à l'État français de suivre finalement la décision de Donald Trump en reconnaissant Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël. Écoutez, moi déjà, vous interrogez pas, enfin, si vous interrogez la bonne personne, je suis hostile à tous les communautarismes. Celui du CRIF est particulièrement agressif parce que non seulement il a des prétentions communautaristes que je ne supporte pas, que ce soit pour le CRIF ou n'importe quelle autre communauté. En plus, le Conseil représentatif des institutions. Tu parles Conseil représentatif de quoi? De rien du tout, et des institutions qui n'existent pas. C'est une association communautaire qui en plus manie un rayon paralysant. Dès que quelqu'un ose dire quelque chose qui ne lui plaît pas, pouf, vous voilà repeint en antisémite, et on dit, vous n'êtes pas invité au dîner. Mais je m'en fous, moi j'ai pas envie d'y aller. Donc on met des choses. Franchement, moi j'ai envie d'y aller. Apparemment, ça coûte 1000 balles. Et les mecs qui sont là-bas n'ont pas l'air d'avoir les mêmes problèmes que nous. C'est pas parce qu'on n'apprécie pas des gens il faut pouvoir être réaliste. Ce qu'ils ont fait qu'il faut pas reconnaître certains points. Quel était l'avantage de Mélenchon de faire cela? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il a gagné? Mais il n'a rien à gagner. Mais justement, dans le show business. Tu peux rappeler la date? 2017. Tu as tout à perdre là. Mais que ce soit dans le show business, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit partout. T'en prendre à eux, c'est se mettre une balle dans le pied. D'accord, ok, très bien. Ça a toujours été comme ça depuis 3400. D'accord, ok. Si tu tapais aussi fort sur eux que tu tapes sur la LFI, Malik, tu aurais déjà subi les foudres. Ah non, mais je vais pouvoir éternellement critiquer LFI. Tu sais très bien que si tu t'attaques à la communauté organisée, tu vas finir en interdiction de parole, en interdiction de manifester. Donc moi, je suis pas un suicidaire, tu vois ce que je veux dire? C'est que je veux avoir la liberté de parler. Et d'être autonome dans la manière dont je veux diagnostiquer les choses, dont je veux analyser la chose. Mais encore une fois, moi, ce que je dis et ce que je répète, c'est ce que dit Minolo et qui continue en vérité. C'est-à-dire que l'intervention de Mélenchon, bien évidemment, il dit une vérité, mais une vérité qui ne vous est pas destinée. En gros, c'est-à-dire que c'est pas pour vous qu'il dit ça, mais en vérité pour lui. Parce que c'est un gars qui est hyper vexé de ne pas avoir été invité au dîner du CRIF, et donc il leur jette une crotte de nez. Mais ce n'est pas du tout pour ce à quoi vous pensez. D'ailleurs, à la moindre occasion, ce qui s'est passé là aux législatives, c'est qu'à la moindre occasion, il va s'allier avec le pire de la gauche
qui est anti-palestinien, c'est celle de Glucksmann, celle du PS, etc. Donc en vérité, il a une musulmanophobie à géométrie variable. Est-ce que Elle est présente. Attends, est-ce que c'est je lui, finis. attends, Attendez, est-ce que c'est lui qui fait ce une choix? seconde, le bourreau, je vais J'ai vous pas laisser fini. Après, parler. mais après, vous pouvez me Attends, traiter Malik, comme vous tu vas voulez, pouvoir mais moi, parler. je parle Malik, du, il n'y a moi, je pas de parle de problème. faits. Malik, 30 secondes, parce que moi, je vais devoir partir, mais je veux savoir si Minolo et Olivia, vous pouvez tenir le space. Moi, je m'en vais, je reviens dans quelques minutes. C'est Dans bon? combien de temps tu reviens? Franchement, je ne sais pas du tout. Je Avant pose... 9h alors, avant 9h. Ouais, ouais, avant 9h, bien sûr, avant 9h. C'est bon, alors, vas-y. On m'entend bien ou pas là où je bug? Oui, on Ouais, t'entend très bien. t'entends bien. Très bien. Non, c'est bon. Oui. Ok. Non, mais Malik, le problème, je pense que c'est que tu te trompes d'ennemi. Donc, je ne sais pas, toi, qu'est-ce qui t'a vexé dans la LFI pour que tu fasses une fixette telle sur ces personnes-là, jusqu'à mettre Jean-Luc Mélenchon dans ta photo de profil, mais je pense que ça relève de la Mélenchonophilie pour reprendre tes propos. Phobie, tu veux dire. Par rapport à ce que tu disais, Minolo, Mélenchonophobie. tout à l'heure, oui, non, Philly pour toi. Pour revenir sur ce que tu disais, Minolo, dans les médias, pourquoi, en fait, ça fait des mois, hein, que tous les jours, on entend que la France insoumise est antisémite, avec donc totalement sans fondement, hein, parce que finalement, il n'y a rien qui vient prouver que les propos qui sont tenus sont antisémites. En revanche, lorsqu'on entend ou lorsqu'on voit ou qu'on recherche un petit peu sur les antécédents du Rassemblement national de certains candidats, etc., ça n'est pas relayé dans les médias. Je trouve ça incroyable. Et en fait, ça rejoint un petit peu justement la question que j'ai posée au CRIF, mais qui ne m'a jamais répondu. J'aimerais bien, moi, avoir votre avis par rapport à ça. En fait, ils ont fait un tweet qui, pour vulgariser un peu, appelle à faire barrage aux extrêmes, donc le Rassemblement national et la France insoumise. Ce qui est drôle dans l'analyse, c'est qu'ils parlent d'abord du Rassemblement national, en rappelant l'antisémitisme, entre autres, des deux partis. Et je rappelle d'ailleurs que celui-ci n'est comment dire, l'antisémitisme de la France insoumise n'est pas tangible par rapport à celui du Rassemblement national. Bref, et en fait, la question que j'ai posée, c'est pourquoi ils adoubent un gouvernement d'extrême droite en Israël et pour autant font semblant de diaboliser celle de l'extrême droite de la France. La seconde question, c'était pourquoi leurs co-religionnaires votent en majorité donc pour les partis d'extrême droite français, Reconquête, Rassemblement national ou les Républicains, donc côté soutien RN, alors qu'ils appellent clairement à ne pas voter pour eux. J'ai jamais eu de réponse. On va laisser finir Malik. Vas-y, Malik, c'est à toi. Mais tu attends une réponse, tu attends qu'ils t'invitent au dîner pour. Tu ne penses pas qu'ils vont te répondre quand même. Je suis désolé. Non, mais ils m'ont déjà répondu, Malik, c'est pour ça. D'accord, ok, bon, mais écoute. Non, mais sur les questions, tes questions sont justes et sont très bonnes, bien évidemment. C'est comment se fait-il qu'un parti antisémite de tout temps, le plus antisémite de la 5e République, c'est-à-dire le FN et le RN aujourd'hui, en vient à être dédiabolisé à ce point et à considérer qu'il est du même niveau d'antisémitisme que la France insoumise. Là, je suis absolument d'accord avec toi, c'est que au sein de la France insoumise, il n'y a aucun antisémitisme patent, ni même latent, ça n'existe pas. Moi, je pense que le problème de l'antisémitisme, en fait, c'est pas Mélenchon qui le vise, ce sont les racisés qui votent. C'est pas plus compliqué. Si c'était la frange ouvrière qui votait LFI, je peux te garantir que LFI serait très républicain et ne serait pas du tout antisémite. C'est puisqu'il y a une grosse frange de la population musulmane qui vote LFI avec soi-disant des gens connus comme Marwan Mohamed qualifiés comme antisémites, etc. Et ben voilà, je pense que le ticket est celui-ci et ils utilisent ben voilà, la communauté musulmane comme faisant partie d'un tout antisémite. Et c'est là où je dis que pour moi, pardon, nous sommes sacrifiés, nous sommes utilisés, instrumentalisés à des fins politiques pour un pur calcul politique par la France insoumise. C'est là où j'ai demandé, moi, à ce que nous nous détachions de ces gens-là, déjà d'une, pour sauver notre islamité, parce qu'en fait, elle n'a pas à se diluer au sein de la France insoumise, et encore plus, sauver aussi notre citoyenneté, parce que là aussi, elle n'a rien à faire dans la France insoumise. Tu vois ce que je veux dire? Parce que il est là le jeu, c'est que Mélenchon nous pousse au dérapage pour qu'on soit qualifié d'antisémite, et lui viendra en figure du sauveur, et on n'aura pas le choix d'aller voter pour lui.
Vous comprenez un peu la stratégie? C'est exactement ce qu'il fait. C'est ce qu'a dit tout à l'heure le bourreau sur l'association Ne touche pas à mon pote à l'époque où on était instrumentalisé à dessein. Et là, c'est la même chose. On nous jette dans la fosse au lion, et puis tu as un mec qui va venir te récupérer, qui te laisse penser qu'il est musulmanophile, alors que c'est le pire des islamophobes, Mélenchon. La seule différence, c'est qu'il est hypocrite avec les autres. Mais il est autant islamophobe que peut l'être l'extrême droite dans sa définition la plus stricte. Vous comprenez? Donc c'est là où moi je vous invite à bien repenser votre logiciel. C'est là où je vous invite à être extrêmement méfiant et à vérifier si véritablement Mélenchon, quand il parle d'antisémitisme, est-ce qu'il sauve sa peau lui-même ou alors c'est qu'il sauve sa peau en vous donnant, vous, à manger au camp d'en face. Et c'est moi, je pense, là, le véritable dilemme, et c'est la véritablement séparation, le schisme que nous avons ensemble. Et non, je ne suis pas obsédé par la figure de Mélenchon, je suis obsédé par ma communauté qui se fait avoir éternellement par la gauche et dans un logiciel de gauche qui est le plus dégueulasse possible. Et ça, il faut en sortir. D'accord, mais alors dans ce cas-là, c'est quoi? Il devrait faire quoi? Ne pas en parler, ne pas dénoncer? Non, mais s'il dénonce pour lui-même, hein, c'est pas pour vous qu'il le fait. Hein. Il lave pas votre devanture, hein. C'est pas vos vitres qu'il lave, hein. C'est Mais les peu siennes. importe que ce soit pour nous, que ce soit pour nous, peu importe. Mais on a une personne qui ose dire les choses. Oui. Tu vois, Mais tu en connais le d'autres. problème, c'est qu'on a des gens de notre communauté qui se permettent autant de facilité que Mélenchon. Le problème, c'est que les gens de notre communauté finiront en garde à vue et Mélenchon ne finira jamais en garde à vue. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le sionisme a besoin d'un Mélenchon pour que la communauté musulmane s'identifie. Et comme lui, sa stratégie, c'est le chaos, le bruit, le fracas, et ben, s'identifiera à Mélenchon et donc prendra ces mêmes éléments de langage et vous finirez en garde à vue et lui finira dans des restos à 200 €. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est là où je vous dis qu'il vous sacrifie et vous sacrifiez volontairement. On va faire tourner la parole. Al-Arbi, c'est à toi, vas-y. Ouais, salam alaikum. Ouais, j'ai écouté un peu là ce que je viens d'entendre. Bon, désolé Malik, je vais objectivement dire ce que je pense de tes propos. Prends-le pas personnellement, c'est pas une attaque quoi que ce soit, mais pour moi c'est le genre de discours un peu de. Alors je dis pas que c'est toi, mais pour moi c'est le discours de l'idiot utile, quoi. Tu vois, c'est vraiment. En fait, on s'en fiche effectivement de la LFI. De toute façon, aucun parti politique. Après toi, tu te positionnes souvent, tu dis la communauté, etc. En tant que musulman, un musulman n'a aucun point commun. Ou alors extrêmement peu avec un parti politique quel qu'il soit en France, d'accord. Donc là, c'est pas le sujet en fait. C'est qu'aujourd'hui, il y a un contexte. Il y a différents partis avec des positions, avec des déclarations, des positions officielles. Moi, je pense que les hommes politiques sont comme tout le monde, qu'ils peuvent évoluer dans leur manière de voir le monde et leur position politique. Alors effectivement, Mélenchon a tenu des positions qui était. Moi, je suis pas du tout. Je n'ai jamais voté, je ne vote pas. J'ai quitté la France, j'ai fait un choix. Après, ça m'empêche pas de voir de loin ce qui se passe, puisque j'ai encore de la famille, etc. sur place, donc je me sens concerné. Mais comment dire, moi, j'ai fait un choix. C'est le choix de quitter le pays et de pas m'impliquer politiquement parlant. Mais moi, je pense que les gens peuvent changer. Effectivement, Mélenchon a tenu certains propos qui sont jugés, qu'on jugerait d'islamophobes. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas en gros, anti-islam ou anti-musulman. C'est pas pour autant qu'il est obligé de conserver. D'ailleurs, il s'expliquait là-dessus en disant que il a évolué, qu'il avait des opinions qui ne sont plus les siennes aujourd'hui. Donc ça, c'est une première chose. Déjà, de rester bloqué sur des déclarations d'il y a 15 ans ou 20 ans ou même il y a 10 ans, c'est pas honnête. Il faut se baser sur ce qu'il dit aujourd'hui. Alors, pas ce qu'il dit aujourd'hui depuis une semaine ou deux. C'est sur lesquels il est constant depuis plusieurs années. Hein, et qui lui ont coûté, je pense, assez cher politiquement, parce qu'il n'y a pas plus comment dire, diabolisé que lui dans les médias. Moi, je voudrais rebondir sur ce qui s'est passé avec Marine Le Pen et l'extrême droite. Je vais vous lire juste un petit passage d'un article. Marine Le Pen, donc concernant Golnadel, maître Golnadel, l'a rencontré au milieu des années 2000 par l'entremise d'Alain Soral, connu en 2003 sur le plateau de LCI lors d'un débat sur le communautarisme organisé par Patrick Buisson. Donc, ouvrez les guillemets, elle souhaitait que le Front National entretienne de meilleures relations avec la communauté organisée, raconte Golnadel. Donc ça, c'est les propos de Golnadel. Il dit que Marine Le Pen voulait de meilleures relations avec la communauté organisée, donc communauté évidemment. Je lui ai dit que le langage employé par le FN avait nui à sa respectabilité, principalement son ambivalence par rapport à la Shoah, et que si elle souhaitait sortir de son parti
si elle souhaitait sortir son parti de l'ornière, elle devrait faire un aggiornamento, c'est-à-dire en gros une mise à jour. C'est un mot italien qui veut dire mise à jour. Donc en gros, première étape, on est au début 2000. Donc 2000, Golnadel dit qu'il rencontre Marine Le Pen. Marine Le Pen a très bien compris que son père, que la personnalité de son père, ses positions concernant la communauté juive organisée étaient très problématiques pour faire évoluer ses ambitions politiques et pour faire du parti, du Front National, un parti qui soit un parti républicain et qui puisse avoir du poids et peser dans la politique française. Donc, première étape, début 2000. Marine Le Pen confirme, ouvrez les guillemets, il voulait que je condamne mon père. Ça, c'est dans l'Express le 17 décembre 2010, donc 10 ans après. Au début de l'année 2011, Marine Le Pen sollicite celui qui est devenu un dirigeant influent du CRIF, donc Golnadel, pour lui expliquer son souhait de se rendre en Israël. Je veux dire, et tout ça, c'est le sujet du space en réalité. C'est juste un résumé, décryptage, le lobby. Et en fait, Marine Le Pen a très bien compris. C'est un peu comme Bassem, qui veut manger dans la gamelle. C'est juste une question de gamelle. Il y a pas, là, on ne parle pas d'honnêteté, d'honnêteté intellectuelle, de bien, de mal, etc. Nous, on est des gens du peuple, on est dans la morale, on est dans le bien et le mal. On n'aime pas l'injustice. Tout à l'heure, quand on parlait de l'immigration, etc., moi j'essaye toujours de… Évidemment que c'est facile de se mettre dans son camp et de défendre toutes les positions de son camp. Mais moi, c'est pas ça que j'ai appris. Moi, ce que j'ai appris, c'est que et que la haine pour un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Soyez plus juste, soyez juste, ceci est plus proche de la piété. Donc la justice, même envers son ennemi, c'est quelque chose qui est demandé chez nous. Et donc, je termine juste le propos concernant Le Pen. Pardon. Donc, il lui dit, il voulait que je condamne mon père. Marine Le Pen sollicite celui qui est devenu un dirigeant influent du CRIF pour lui exprimer son souhait de se rendre en Israël. Qu'est-ce qu'une Le Pen, en fait, une Française de souche, dont le père et le parti a toujours condamné la politique israélienne et défendu, entre guillemets, le droit des Palestiniens à avoir une terre et à ne pas se faire bombarder, etc. Qu'est-ce qu'elle a gagné à se rendre à Israël? C'est un truc de dingue. Réponse de l'intéressé, donc de Golnadel. Je ne considère pas votre parti comme les autres. Vous n'avez toujours pas renoncé à l'ambivalence de votre père vis-à-vis de la Shoah. Vous devriez tuer le père. Quelques semaines plus tard, Marine Le Pen s'exécute avec un entretien fleuve au point, le 3 février 2011. Pardon, ouvrez les guillemets. Elle dit « Les camps ont été le summum de la barbarie ». Un mois plus tard, son invitation sur Radio J, donc la radio du renouveau juif sur laquelle Maître Golnadel est éditorialiste, programmée pour le 13 mars 2011, est annulée à la demande du CRIF et de l'UEJF. Prenant sa défense, parce qu'en fait, il y a toujours certaines organisations qui ont… Si aujourd'hui le RN est démocratisé et républicanisé, c'est pas sans une certaine suspicion, même eux, parce qu'ils n'ont pas le choix. On est finalement, il y a un contexte, une réalité. Ils n'ont pas le choix de composer avec. Il y a le peuple de France qui est derrière et qui gronde. Donc, ils sont obligés de… Mais ils ont quand même ils préféraient que ce soit Macron, sans aucun doute. Le RN, c'est par dépit. Ils ont toujours un peu cette crainte et elle est légitime puisque la base n'a pas changé. Donc, elle dit les camps ont été le summum de la barbarie. Un mois plus tard, son invitation est annulée à cause du CRIF et de l'UEJF. Prenant sa défense, Gilles William Golnadel, et qui est très vicieux et très, très malin. Il est très malin, Golnadel. D'ailleurs, pour moi, c'est le pire chez eux. Golnadel, c'est le pire. Il ouvrait les guillemets, Cerbère, vigilant de la communauté. L'Express expliquera, j'aurais justement voulu entendre Marine Le Pen dimanche au sujet des membres de son entourage, de son environnement. Sans aucun doute pour aider Marine à tuer le père, qu'il a ensuite créé de toutes pièces la pseudo-affaire de la Fournée, dans laquelle il poursuit Jean-Marie Le Pen au nom du Congrès juif européen, bien qu'ayant obéi à toutes les injonctions sur ses interminables tractations, consultera entre autres l'Express 1er avril 2016, et c'est bientôt fini. Ouvrez les guillemets, French Jewish Dilemma, donc le dilemme le dilemme français, juif français. Will it be kosher to vote to Marine Le Pen? Va-t-il devenir kasher, donc en gros halal, quoi, de voter pour Marine Le Pen? Donc, regardez comment tout ça est bien analysé et conceptualisé dans la communauté juive organisée, même en Israël, et même dans la communauté juive organisée européenne. Il faut bien comprendre que ça, c'est central et que ce n'est pas une obsession ou de l'antisémitisme, etc. C'est que objectivement, politiquement, le judaïsme politique et le sionisme est central en Europe. D'accord ? Et je termine sur ce propos.
Marine Le Pen et les Juifs de France, l'Arche, juillet 2015. Marine Le Pen n'a jamais pleinement rejoint l'arc républicain, c'est-à-dire pas d'invitation au dîner du CRIF ni en Israël. D'ailleurs, le prochain dîner du CRIF, on peut parier, hein, si on pouvait, qu'elle y sera le prochain dîner, parce que ça n'aurait pas de sens. Peu avant l'élection présidentielle, dans un enregistrement publié par Academ, le média du Fonds social juif unifié, Gilles-William Goldnadel appellera ses coreligionnaires à ne pas voter pour un parti qui regarde plutôt du côté du Hezbollah, du côté de la Syrie, du côté Poutine que d'Israël. Et donc voilà, donc jusque 2015, il avait des réticences au fait de voter pour le RN, Gilles-William Goldnadel, hein, il y a un peu moins de 10 ans, parce qu'en fait, ils avaient encore ce côté penchant qui penchait plus du côté de la Syrie, de Poutine, de Tu bugs. ça a totalement disparu et qui sont totalement. Ouais, vous m'entendez? C'est mieux là. Allô, allô? Ouais, tu t'as été arrêté à la Syrie. Et donc cette petite nuance qui disait, donc Goldnadel qui disait, voilà, faut pas voter pour eux parce qu'ils ont encore ce penchant du côté syrien et du côté Poutine plutôt que d'Israël. Étant donné que cette petite nuance a totalement disparu aujourd'hui et que le RN est totalement à plat ventre, les deux pieds vers le haut, face à Israël, à tout ce qu'ils commettent, là aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison pour que la communauté juive organisée ne valide pas un RN 2024. Tu disais, et aussi, elle a dû s'écarter d'Alain Soral. Il ne faut pas oublier que c'est Alain Soral qui a fait sa campagne en 2007. Quand elle avait... Surtout. Oui. D'ailleurs, Alain Soral dit que c'est la raison pour laquelle il a quitté le RN était la soumission de Marine Le Pen au sionisme et son anti. En fait, Soral, on peut dire que c'est une pourriture sur plein de sujets. On peut le critiquer, pointer du doigt sur plein de trucs. Et il ne faut pas attendre de l'autre d'être notre. Chacun se bat pour lui-même. En fait, il y a des groupes. On ne doit pas attendre de lui qu'il soit notre défenseur. Goldnadel déjà voulait le recruter avec Patrick Buisson à l'époque, en 2001-2002 déjà. Évidemment. Oui. Parce qu'il s'exprime bien, qu'il est très convaincant, etc. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Soral avait été, c'est beaucoup, mais tu sais que peu de personnes le savent et est au courant de ça. Que Soral avait été recruté par Goldnadel, Patrick Buisson, sauf que lui, il n'a pas choisi cette voie. Bref, enfin, c'est pas grave. On peut reconnaître au moins ça, c'est qu'il a quitté le RN et il l'a dit tout de suite. Il a dit moi j'ai rejoint le RN pour essayer de tirer un peu le FN, pour le tirer un peu pour changer la direction, parce que ce combat anti-arabe, anti-musulman, en fait, il payera pas à long terme. Et il a quitté parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était le côté social et cet aspect un peu identitaire et je défonce les Arabes et les Noirs. Bon, en fait, voilà, c'est ce qu'il a fait sortir du. Après, on peut lui reprocher plein de choses, certaines sorties, etc. Mais en tout cas, ça, on peut pas lui enlever. Il a été quand même. Il aurait pu. Un Soral aurait pu manger dans la gamelle sans problème. Un mec comme lui, avec comme il l'appelle le maître du logos entre guillemets. Donc, il s'exprime bien. Il aurait pu manger dans la gamelle et avoir une belle carrière. Hein. Oui, ça c'est fort. Ça on peut lui reconnaître ça au moins. Priorité à l'information. Je suis allé pendant que tu parlais. Je l'avais noté tout à l'heure, mais je voulais le lire même pendant ce space. Ça a été publié le 3 juillet, donc aujourd'hui. C'est la Ligue de défense juive qui publie ça. Et il parle d'un sujet très, très, très intéressant, puisqu'on parlait du lien ou de l'intersection maintenant, puisqu'on c'est le terme consacré, entre l'extrême droite et les extrêmes droites et Israël. Donc là, je vais lire 2-3 passages concernant Madame Le Pen aussi. Une réunion s'est bien déroulée le lundi 1er juillet à Paris, en présence de Madame Marine Le Pen, certains membres du RN et un panel représentatif leadership de plus d'une trentaine de présidents de la communauté juive de France. Là, je suis sur le site de la LDJ, un site officiel, donc ligue-de-défense-juive.com. Cette rencontre historique a été organisée grâce à l'intermédiation d'une connaissance commune au parti par 2 présidents reconnus et appréciés de la communauté juive d'Île-de-France. Bien que conviés à dialoguer depuis plusieurs mois sur la demande de plus d'une vingtaine de présidents, le consistoire et le CRIF ont décliné l'invitation au dialogue. Cette réunion a permis de clarifier certains sujets cruciaux pour la communauté juive et avait pour objet de lever les inquiétudes que pourraient avoir les Juifs de France. Marine Le Pen, avec spontanéité, a très clairement répondu et avec précision aux différentes questions qui lui ont été posées pendant près d'1 heure et demie, notamment sur 1. L'abattage rituel pour lequel elle a confirmé qu'il n'y aurait aucun changement. 2. La circoncision dont elle a reconnu la tradition ancestrale et qu'elle n'a aucunement l'intention d'interdire. 3. Le port de la kippa,
qu'elle n'a pas l'intention non plus d'interdire et qui ne présente aucune contre-indication aux lois de la République. Ensuite, on a les dates d'examen, souvent fixées aux dates des Shabbats et des fêtes juives. Une attention particulière sera apportée afin que cela ne soit plus une contrainte. Pas mal ça. Sur le sujet d'Israël, Marine Le Pen a, de nouveau, rappelé qu'Israël, seul État démocratique du Moyen-Orient, a le droit de se défendre et de protéger sa population, encore plus après le massacre du 7 octobre. Elle a, une fois encore, rappelé que ce pogrom a été commis par les terroristes du Hamas, dont elle souhaite l'éradication totale pour une paix durable entre Israéliens et Palestiniens. Telles sont les informations qu'il était nécessaire de faire parvenir à la communauté juive de France et d'ailleurs, dans une période électorale cruciale, rappelant avant toute chose que non seulement l'élimination politique du Front populaire demeure la seule voie possible et que le RN est le parti républicain qui protégera les Juifs de France dans sa vie quotidienne. Article du 3 juillet. Donc voilà, priorité à l'information et au direct, comme dirait l'autre. Juste dire un point avant de Je t'en prie. Un truc qui n'a pas été. Personne ne l'a évoqué, même toi, Philippe. Peut-être parce que tu n'as pas eu le temps, mais et je pense qu'il ne recevra pas d'hommage par rapport au comportement qu'il a eu dans les derniers instants de sa vie. Je pense que c'était un grand résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. On lui a rendu hommage. On lui a rendu hommage. Dès le début. C'est la première chose que j'ai faite. Je pensais que vous n'en avez pas parlé. Non, grand monsieur. Voilà, la France perd quelqu'un. Roland Dumas, c'est la personne qui avait accueilli Yasser Arafat à un moment quand il avait dit le fameux caduc. Bref, et donc résistant qui a fait la Seconde Guerre mondiale, qui avait été décoré et tout. Très courageux aussi. Très courageux. Bon, après, il était ministre des Affaires étrangères de Mitterrand. Bon, après, il y a eu l'affaire Elf, la putain de la République avec l'autre. Mais par contre, sur de Vieux-Joncourt, voilà. Et puis après, il y a eu avec après avec Vergès, il voulait défendre Vergès, tout ceci, cela, mais surtout, c'est le dernier épisode de sa vie quand il passe sur Kadhafi aussi, quand il critique un petit peu là-haut, ce qui se passe là-haut, et Emmanuel Valls et tout. Et puis donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Pro-palestinien, Manuel Valls sous emprise juive, sous influence juive, de sa femme et tout. Il était intéressant, mais bon. Je suis en train de charger, j'ai ma vieille connexion Bibled là, je suis en train de charger une vidéo de lui. Non, il a de bonnes. Son livre est excellent. Je crois que ça s'appelle L'Incorrect ou quelque chose comme ça, où il retrace un peu tous ces épisodes. Et dans les livres, il est encore plus direct que dans ses passages télévisuels. Donc on va voir le traitement qu'il va recevoir. Il avait dit, si tu permets, Vinolo, il avait dit en une émission, il avait dit. C'est à te de parler, je pense. Il lève la main depuis à peu près. Il est des mains levées. Ouais, vas-y, on va laisser. Il finit. Vas-y à l'Arabie à ce moment-là et te desi. Ah, c'est là, elle a raison. Vas-y, te desi, ça à toi. Il faut respecter, il faut être. C'est vrai, désolé. Te desi, à toi. Attendez, les gars, faites parler quelqu'un d'autre. J'arrive après. Ok. Bah, tu vois, ça fait 1h30 qu'il est occupé. Merci à toi, Olivia. On soulage nos consciences un peu. Non, là, moi j'ai tweeté directement et franchement, je te cache pas que bon, je peux pas dire mon âge parce qu'on n'a pas le droit de dire on n'a pas le droit de livrer toutes les informations, mais quand j'étais un peu plus jeune et j'écoutais ce monsieur avec Vergès, etc. C'était pour moi c'est eux les vrais Kaira, quoi, les vrais rebelles, tu vois. C'est-à-dire que ce sont des gens qui voilà. Vergès est mort, il n'avait pas 1 euro. C'est quelqu'un qui est mort, il n'avait pas d'argent, rien du tout. Et je pense que c'est des gens quand même qui ont, mine de rien, même s'ils ont été dans des trafics, etc., bon, personne n'est parfait, ils ont gardé une certaine morale et ils arrivent à désigner, avec un peu de courage, il faut le reconnaître, l'oppresseur et l'oppressé. Et je trouve que M. Dumas, pour le coup, oui, c'est quelqu'un qui était détesté par le lobby israélien. Détesté. À un niveau, c'était impressionnant. Et on va voir, là, vous allez voir le traitement qui va lui être réservé. Ça ne va pas être l'éloge national. Hein. Pourtant, c'est quelqu'un qui a été ministre des Affaires étrangères à un moment important de l'histoire de France. Enfin, bref. Si je peux te mettre, Philippe, parce que c'est pour ça que j'ai levé la main. Bonjour tout le monde, salam Olivia. Vas-y, je t'en prie. Il était aussi président du Conseil constitutionnel, ce qui n'est pas rien, quoi. Hein. Après, il a dû démissionner avec l'affaire Elf parce qu'il a été mis en cause, mais finalement, ça a été il a été blanchi par la suite. Mais il y a pas mal de vidéos comme ça, moi, qui m'ont marqué de Roland Dumas, notamment une avec Vergès. Tu sais, quand ils ont pris position concernant
à la guerre, à l'attaque qu'il allait avoir en Libye avec Kadhafi. Alors, il jugeait ça de manière quoi, il disait que c'était évidemment injuste, etc., que c'était impérialiste, etc. Et en fait, il dénonçait l'omniprésence de BHL, tu vois. Mais il a soutenu Dieudonné hein, au début des années 2000. Très peu de gens ont soutenu Dieudonné. Lui, il a soutenu Dieudonné. Au tout début, hein, je veux dire. Hein. Pas par la suite. Mais au tout début. Concernant BHL, tu as Vergès qui racontait justement dans cette interview que, tu sais, quand il y a eu la guerre en Irak, eh bien, il y avait une juive américaine qui a contacté Vergès et qui lui a dit, écoute, je comprends pas, il y a un gars qui s'appelle BHL chez vous. Qui c'est ce gars-là? Qu'est-ce qu'il raconte? Tout ça. Et lui-même disait, écoute, moi-même j'ai du mal à expliquer. Et tu sais, quand il y a le ministre des Affaires étrangères à l'ONU qui a présenté des fioles avec des produits chimiques disant comme quoi ils ont de l'arme, ils ont les ingrédients pour faire des armes de destruction massive, etc. Vergès disait que certaines mauvaises langues en France, etc., disaient que c'était BHL qui faisait pipi. En fait, c'était de l'urine de BHL, quoi, tu vois, pour dénoncer toute cette supercherie. Et puis, je me souviens aussi d'une autre scène, c'était dans Ce soir ou jamais, je crois, où il avait traité. Comment qu'elle s'appelle, celle-là? Comment qu'elle s'appelle? T'es fatigué encore, Franck. Quand tu t'en rappelleras, tu reviens. Hein? Non, mais. Et à chaque fois, tu viens quand t'as envie de dormir, mec. Écoute, si t'as pas compte, il me saoule, je suis là, à chaque fois que je parle, il vient. C'est toi qui dis, t'es tout le temps. Non, vas-y. C'est jamais jeté. Poursuis, Franck. Pas de problème. T'es méchant, Milolo, là. T'as pas envie de m'écouter, il me saoule, je suis là. Non, tranquille. Non, il n'y a pas de problème. Franchement, c'était très. Moi, en tout cas, j'ai trouvé que ton intervention était intéressante. Il aime bien, je pense. C'est lui qui a envie de. Minolo, il veut avoir le monopole. S'il vous plaît, laissez Franck. Après, moi, j'ai pas anecdotes, mais 2-3 éléments aussi pour corroborer ton propos. Vas-y, Franck. Non, comment qu'elle s'appelle? Elisabeth Lévy. Voilà, il faisait un débat avec Elisabeth Lévy et il disait il reprenait les propos d'Elisabeth Lévy en lui disant comme quoi elle avait des bribes d'Hitler. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène-là. Et c'est vrai que c'était un grand défenseur de la cause palestinienne. Et il a été ostracisé, il a été diabolisé. Et surtout avec Manuel Valls quand il disait qu'il y avait une influence juive par sa femme. Je pense qu'il y a. Merci à toi, Franck. Moi, je pense que c'est encore pire que ça, parce que l'histoire de Valls, bon, ça, c'est à la fin. Je pense qu'il y a eu 3 épisodes qui ont marqué la détestation de monsieur Roland Dumas. Bon, au-delà des affaires d'arnaque, etc., les affaires d'Elf, etc., les frégates et compagnie, il y a eu, pour moi, je vois trois moments. Un, l'affaire Dieudonné, qu'on sous-estime, hein, mais c'était une grosse affaire et qui a marqué son temps. Je pense que sur 20 ans, Dieudonné, toutes les questions liées à la liberté d'expression, etc., on peut détester Dieudonné, hein, les arnaques, la non-assurance, je sais pas quoi. Si on s'en tient au début des années 2000, c'est quelqu'un qui fait un sketch sur un colon israélien, sur un plateau de télévision avec monsieur Jamel Debbouze et Marc-Olivier Fogiel. La semaine d'après, Marc-Olivier Fogiel laisse un SMS passer à la télévision. Raciste contre les Noirs. Est-ce que ça te ferait rire si on disait des trucs sur l'odeur des Noirs ou je sais pas quoi? Dieudonné porte plainte, gagne sa plainte. L'autre est condamné pour injure raciale, injure à caractère racial. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui, et aujourd'hui, Dieudonné, il fait ses sketchs dans des caravanes. Et l'autre, patron de BFM TV, voilà. C'est QFD, comme on dit. Mais qu'est-ce qui vous étonne? Malik, attends, Malik. Attends, mais je vais te dire, moi, ce qui m'étonne. Moi, je vais te dire ce qui m'étonne. D'abord, avant doucement. Oui, je vais te dire. Oui, on débarque, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est le premier élément, l'affaire Dieudonné. Deuxième élément, c'est très important, c'était un peu plus tard, il passait sur Radio Courtoisie. Alors pour ceux les jeunes auditeurs qui n'écoutent pas Radio Courtoisie, on va dire grosso modo, c'est la radio d'extrême droite, quoi. En gros, hein, je caricature à peine, mais bon, il y a des émissions très intéressantes à écouter. Enfin, moi, j'ai écouté pas mal de fois. Et donc, il était passé sur Radio Courtoisie. Et ce qu'il avait dit, il avait dit que il avait avancé cette idée, un peu saugrenue, il faut le reconnaître, que les guerres au Moyen-Orient, à l'époque, hein, c'était à l'époque de la guerre en Syrie, et ce qui s'est déroulé en Syrie serait un moyen d'émancipation pour Israël. Alors là, tout de suite, il avait dit ça. Hein, alors là, tout de suite, il s'est fait fracasser. Et ensuite, le dernier truc, là, c'est
c'est ce qui a marqué, je crois, l'actualité pendant 3 semaines, c'est l'influence de la femme de Manuel Valls, qui lui-même a dit, ah non, pardon, j'ai oublié un événement très important. Le 11 septembre, il avait parlé avec Hicham Hamza, Panamza, sur Twitter, il est très connu. Je sais pas, j'imagine que la majorité, enfin j'espère pour vous, en tout cas c'est quelqu'un qui connaît bien le lobby pro-israélien. Enfin, de mon point de vue, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans l'espace francophone qui maîtrisent autant le sujet, même si moi j'ai des réserves sur certains éléments, mais dans l'ensemble, c'est quelqu'un qui balance de l'information. Et monsieur Hicham Hamza, il travaillait à l'époque pour la chaîne Ouma TV, oui, c'était un site internet, ouma.com, pardon. Et ce qu'il avait dit, donc il avait fait un entretien avec Roland Dumas, et Roland Dumas lui avait dit, l'article est toujours disponible, que le 11 septembre, je n'y crois pas. Voilà, c'est le titre de l'article sur Ouma. Donc voilà, monsieur Roland Dumas, vous allez voir un petit peu, on va voir comment la presse va le traiter. Mais voilà, c'était 2-3 éléments, je pense, intéressants à savoir sur ce monsieur. Juste un truc, moi je vous ai épinglé un trade là-haut, allez voir. Le patron de la Ligue arabe islamique en Arabie Saoudite, très copain avec Marine Le Pen. Donc, ah oui, j'ai vu ça aussi. Voilà, c'était juste pour vous dire, voilà. Donc, pas étonnant que les Gazaouis et les Palestiniens se font démolir actuellement. Donc voilà, c'est encore. Ah, c'est sûr que Marine Le Pen, c'est pas elle qui va basculer la diplomatie française. Voilà, Mohamed bin Abdul Karim est très copain et très proche de Marine. Donc voilà. Je crois que c'est pas nous non plus. Hein, donc voilà, merci. Merci les Saouds. Voilà. Pardon, qu'est-ce que tu as dit, Olivier J'ai dit je dois quitter. Ah, ok, pas de souci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été co-hôte. C'était un plaisir. On va faire tourner ensuite, moi aussi, le space a duré très longtemps. Merci beaucoup de l'avoir. Merci beaucoup de l'avoir fait tourner le space. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Merci pour tous les articles que vous avez envoyés. Je vais essayer de les lire et on aura la chance de pouvoir échanger encore plus sur ce sujet ô combien important. Je ne sais plus si c'était à JC ou à Malik. Et ensuite, on clôturera peut-être avec un mot de Minolo et moi. Moi, je dois y aller, Philippe. Je dois y aller. Ah, tu dois y aller. Ok, écoute. Merci à toi aussi. Merci à toi, Minolo. À bientôt. Hein. Ouais, je suis fatigué, Franck. Regarde, voilà. Tranquille. Ah, ça y est, là, vous êtes remis, vous êtes des potes maintenant, c'est bon ? C'est lui qui m'a agressé, je n'ai rien dit. C'est Résilient qui t'expulse des spaces, c'est pas moi. Hein. Résilient, il expulse tout le monde après, mais ça sur mon dos. Il est trop marrant. Alors, mets à coupa. Ah, bah oui, mais t'es pas le premier en plus. Hein. C'est toujours Résilient, c'est ça qu'il faut savoir. Bref. Donc, écoute, Résilient, DM, après. Ça sur le dos de Résilient, alors. DM, il dit non, c'est pas moi, c'est 187. Non, le coupable, c'est Résilient, il est africain. C'est un enfant du Sahel, c'est lui, c'est pas moi. Ouais. Merci à vous, je souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à toi, Minolo. À très bientôt. Et je fais donc tourner, c'était à qui ? C'était à Malik JC, s'il vous plaît. Soyez un peu bref et puis ensuite je clôturerai le space. Oui, très bref. Non, bon, tu fais les spaces que tu veux, Philippe, bien évidemment. Tu veux une petite marotte sur le lobby pro-israélien. Et je voulais, moi, te poser une question, enfin 2 questions. La première, c'est pourquoi tu l'appelles lobby pro-israélien et pourquoi tu ne l'appelles pas le lobby pro-sioniste ou le lobby, comme certains l'appellent, pro-juif. Et puis après, je te poserai la deuxième question. Écoute, je m'en tiens à la littérature académique. Hein. Tu sais, il y a des livres qui ont été écrits sur le lobby pro-israélien. Je pense que le lobby pro-israélien, c'est bien parce que Israël est un pays. C'est une construction géographique, sociale, politique. Et donc, toutes les personnes qui défendent ce projet-là, je les mets. Donc, ça permet aussi d'être assez vaste. Parce que le président... Oui, parce que ça semble très abstrait. Finalement. Oui, enfin, abstrait. Tu sais, c'est abstrait. Oui, abstrait. Après, on peut mettre des visages derrière ce lobby. Hein. Certains écoutent ce space, font partie du lobby aussi. Il y a des responsabilités, tu sais, c'est pas tout le monde n'est pas le pouvoir est distribué de manière inégale même au sein du lobby. Non, en fait, c'est le livre de Mersheimer et Walt qui je pense qui est assez juste sur la description de ce terme-là. Si tu dis le lobby juif, par exemple, c'est une expression qu'a utilisé le président Nixon. Non, j'ai pas dit juif, pro-juif. Ah, pro-juif, non, je pense pas, parce que c'est pas une question d'être pro-juif en soi. Il y a des personnes qui. Enfin, je pense que
moi, je préfère parler de géopolitique et la construction d'un État, en fait, si tu veux. C'est plus ça qui m'intéresse. On pourrait dire le lobby sioniste. Je pense que ça marcherait aussi. Je vois pas trop de différence entre le lobby pro-Israël et le lobby sioniste. Je pense que c'est à peu près la même chose. Mais quand tu dis lobby pro-Israël, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'aspect géographique et métapolitique. C'est-à-dire que tu as le côté, c'est visible, il y a des institutions, c'est un pays, un État qui a ses structures, un peu comme les autres États. Après, il a des caractéristiques particulières, puisque c'est un État qui appartient à des personnes qui n'habitent pas dans cet État-là. Donc, il y a des caractéristiques qui sont uniques dans ce pays, il y a des idéologies, il y a des points de relais, il y a des manières d'opérer, comme tous les pays. Et donc, oui, moi, je pense que c'est l'expression qui est la plus... c'est même pas une marotte, en fait. Hein. Moi, je vais te dire, Malik, tous les jours, quand je me réveille, je lis la presse internationale, la presse française. C'est le premier truc que je fais, premier réflexe. Ensuite, je vais sur Twitter et sur Telegram d'abord, et ensuite sur Twitter. Donc, ce que je fais, c'est que je regarde un peu ce qui s'est passé la veille, la matinée, et il y a une chose qui est récurrente, ce sont les bombes sur la tête des Palestiniens. Ça, c'est quelque chose que je vois tous les jours. Alors, peut-être que certaines personnes ont une capacité, tu sais, à se détacher et à se dire, bon, ben écoute, c'est la vie, c'est comme ça, etc., etc. Moi, ça me brise le cœur à un niveau incroyable, comme beaucoup. Hein. Enfin, je suis pas non plus, j'ai pas le monopole de la souffrance ou quoi que ce soit, et je souffre pas plus qu'eux, mais ça m'affecte terriblement. Et de me dire que le combat, il est politique. Donc le combat est politique. Moi, à ma petite échelle, je pense avoir travaillé sur la compréhension de ce qui se passe là-bas, de ce qui se passe ici, de faire la jonction un peu entre les deux. Et ce que j'essaie de faire à ma modeste échelle, c'est de partager, d'essayer de rencontrer des personnes qui sont intéressées par ces sujets-là, créer des liens, parce que dans son entourage, dans sa ville, etc., on n'a pas forcément la possibilité de rencontrer des gens avec qui on peut échanger. Et puis voilà, après, c'est plus un objectif éducatif et je ne sais même pas si ça va se faire avec notre génération. Mais, tu vois ce que je veux dire? Mais si demain. Oui, non, mais je comprends très bien. Mais après, une fois, bon, toi et moi, on a eu une discussion sur ce sujet-là. Parce que moi, je pense que l'urgence, ce n'est pas de dénoncer, mais c'est de s'organiser. Tu vois, parce que précisément, si tu condamnes quelque chose, il va falloir à un moment donné pouvoir le renverser ou au moins le contester. Donc, après, bon, tu fais ce que tu veux, bien évidemment. Parce que va se poser un problème. Je pense qu'à un moment donné, tu sais très bien aussi bien, enfin, tu sais aussi bien que moi que si tu les considères comme lobby, si tu considères qu'ils ont du pouvoir, et bien évidemment c'est le cas, tes objectifs, moi, je pense qu'ils seront inatteignables. Parce qu'à un moment donné, ils vont te taper dessus, soit d'un point de vue judiciaire, ou soit d'un point de vue numérique, et en fait, non, ça a été fait, ça a été fait. Mon premier compte a sauté. Non, mais justement. Donc, alors, pour le coup, est-ce qu'il n'est pas plus, de mon point de vue, judicieux, après, tu me dis ce que tu en penses, hein, mais de savoir comment est-ce qu'on peut s'organiser tous autant que nous sommes pour justement créer nous-mêmes un lobby et être, pourquoi pas, aussi puissant que le lobby que tu dénonces et quelque part, pas lui faire concurrence, mais regarde, en fait, essayer de gommer les effets le plus possible. Après, même si ça fait rire certains. Non, moi, je suis sérieux. Moi, en fait, moi, je suis d'accord avec toi. En fait, la question, c'est toujours une question de modalité et toujours une question de référentiel. Sur quoi tu t'adosses? Quand je vois, on a parlé tout à l'heure de M. Bassem Braiki, lui aussi est un lobby, puisqu'il exerce une influence sur une population très importante qui est capable de se déplacer pour lui, de commettre, peut-être même de sortir du cadre de la loi pour une personne qu'on a juste vue derrière son écran. D'accord? La question, en fait, est de savoir, moi, à ma modeste échelle, je considère que le combat, il est médiatique et politique. Alors, politique, je ne vois pas la politique, moi, comme la politique politicienne, avec des partis politiques qui sont du ressort du groupuscule. Attention, hein, moi, j'admire beaucoup ce que tu fais, et je te l'ai déjà dit publiquement et en privé. Bon, je pense que c'est bien qu'il y ait des personnes qui puissent s'engager avec des partis, avec des statuts qui sont reconnus, avec les statuts et qui fassent des campagnes, etc., etc. Moi, je ne me reconnais pas dans ça. Je ne me reconnais pas du tout dans ce qu'on appelle la politique politicienne, le fait d'être député, peut-être qu'un jour ça changera. Hein. En tout cas, aujourd'hui, moi, je considère que j'ai, modestement, attention, hein, beaucoup lu, beaucoup travaillé. Je pense que je connais des choses que des jeunes auditeurs, pas forcément jeunes ou moins jeunes, aimeraient écouter. Enfin, en tout cas, c'est les retours que j'ai, qui sont très positifs. Les gens apprennent beaucoup, les gens s'éveillent d'une certaine manière. Donc voilà, c'est pas un travail de journaliste, c'est plus un citoyen qui
qui a envie de partager. Alors, peut-être qu'après, à un moment donné, il va falloir passer la deuxième avec une organisation plus formelle, des réunions plus formelles, physiques ou pas, la création d'entreprises ou de médias, ou voilà, ça, on verra. En tout cas, pour le moment, moi, j'explore toujours l'option Internet. J'aime beaucoup Twitter. Je trouve que c'est un bon format. Les spaces, je trouve que ça fait c'est un peu limité, malheureusement, par le nombre d'intervenants, nombre de personnes et tout. Donc, ça peut, voilà, tu vois, là, le max qu'on ait fait sur ce space, c'était 150 personnes, tu vois, ou peut-être un peu moins. C'est pas beaucoup de monde, c'est bien. Mais voilà. Moi, en tout cas, moi, je le vois comme ça en ce moment. Ok. Bon, non, mais après, tu fais comme tu veux. Moi, je trouve que c'est dommage pas de perdre du temps, mais de consacrer son temps à dénoncer un lobby plutôt que d'en construire un. Et c'est tout. Après, chacun voit midi à sa porte. Après, tu sais, le lobby, quel est le travail En fait, la question, c'est quel est le travail du lobby? Le travail du lobby, c'est pas juste d'aller à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'ils font, les mecs, quand ils vont sur CNews? En fait, en dénonçant ce lobby, tu t'apercevras, Malik. Attends, une minute. En dénonçant ce lobby, tu t'apercevras que tu ne pourras jamais faire pareil. La politique est aussi. Non, mais attends, le bourreau. Attends, doucement. Quand tu regardes BFM, par exemple, les mecs, il faut quand même réfléchir à ce qu'est. J'entends pas le Non, mais Malik, il croit en fait qu'il va faire des BFM, il croit qu'il va faire des CRIF. Non, mais quand tu vas. Il aura la force de frappe. Tu vois, déjà, quand tu vas. Sérieusement ça. Non, mais en fait, c'est même pas ça. C'est que dès que tu es sur BFM, tu fais partie du lobby. C'est ça le truc. Mais ils n'ont pas compris. Ils ne voient pas les choses comme. J'ai pas entendu ce que tu as dit, les bros. Non, je te disais, toi, en fait, tu es encore dans l'espoir où tu pourras créer un CRIF, où tu pourras avoir un impact, une chaîne de télé et tout, tu vois. Je suis pas un homme qui espère, moi. Je suis loin de ces considérations. Moi, j'espère rien, moi. Encore une fois, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, les bourreaux. Le succès ou l'échec n'est pas entre mes mains. Par contre, ce qui est entre mes mains, c'est l'action. D'accord. Regarde, parlons d'action. C'est quoi BFM TV? C'est quoi BFM TV ou CNews? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'important dans une société ou pas du tout? Un média, par exemple. Non, mais important, oui, bien sûr que c'est important. Ils font quoi? Eux, qu'est-ce qu'ils font toute la journée? C'est quoi leur boulot? Ils font pas de l'information, ils sont autour d'une table, habillés en costume. Non, mais eux, ils font des spaces. Non, mais eux, ce sont des opinions qu'ils. C'est quoi alors? C'est ça. Et ben nous, on fait quoi? Mais je suis d'accord avec toi. Non, mais Philippe, l'UDMF, pour moi, travaille pour le lobby. Selon moi, je suis sérieux. Ne parlons pas de l'UDMF. Franchement, on s'en fout de l'UDMF en tant que tel. On s'en fout d'un parti qui a fait 0,03%. On s'en tamponne, c'est des pecnos. Parlons de ce qui est important. Non, c'est pas des pecnos. C'est pas des pecnos. Non, mais c'est des pecnos. C'est pas grave. Non, mais même si ça fait. Parle de l'organisation communautaire telle que tu la vois. Est-ce que toi, tu peux concurrencer le CRIF? C'est ça la question. Non, mais ce n'est pas la concurrence qui me pose, qui importe, c'est certains effets que l'on pourrait effacer. Parce que, encore une fois, si vous dénoncez un système pour lequel vous considérez que c'est un processus irréversible. Attendez, est-ce que vous m'entendez ou pas? J'ai été sauté du space. Oui. Ouais, t'entends. Incroyable. Le space vient de sauter parce qu'ils sont signalés, mes space. Hein. Oui, mais bien sûr, mais tu verras qu'à un moment donné. Mais le bourreau, ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue numérique. L'UDMF, tous les membres que j'ai entendus, en fait, chaque musulman qui fait une action qui n'est pas la leur, il la décrédibilise. Chaque fois, c'est la même chose. Oui, non, mais en vérité, on s'en fiche de l'UDMF, c'est même pas la question. Oui, mais Malik, il est là en tant que représentant de l'UDMF. Non, il parle en tant que Malik, là, il n'a pas parlé de. Regarde, ce qui compte, en fait, c'est que son projet de communautarisme est voué à l'échec. Sauf que comme il croit encore en la République, au système de valeurs, d'ascenseur social et tout, il est encore dans l'espoir de pouvoir avoir le choix, en fait. S'il te plaît, le bourreau, gentiment, de ne pas parler à ma place, de ne pas penser à ma place, parce que tu n'es pas moi, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire, le bourreau. Encore une fois, je te l'ai déjà dit. Toi, tu passes ton temps à dénoncer un lobby, pour pas dire un autre mot, dont tu considères qu'il est irréversible. Donc, je me demande en fait quelle est ton utilité. Il n'y en a aucun de vous qui a critiqué Radia Ayad, qui insulte une femme voilée. Hein. Je pense que si elle a dit qu'elle allait porter plainte contre moi, ta copine, Malik, d'ailleurs. Non, mais je m'en fous de Radia Ayad, on n'est pas en train de. C'est qui? Attendez, doucement. Attendez, on n'est pas beaucoup. Désolé, hein. Je déteste couper les micros. Je le réactive tout de suite. Malik et le bourreau, vous allez pouvoir vous disputer dans le calme et la bienveillance. Il n'y a pas de problème. C'est qui cette Raya? Je ne sais pas quoi là. C'est la tarée là. Des Bunker News, Philippe. Je ne sais pas si tu vois. Si, je la connais. En gros, quel est l'intérêt?
En Non, gros, là, c'est- elle vient d'insulter une sœur. Philippe, tu Donc, laisse faire ça, franchement, dans tes spaces? Non, mais en fait, Milou, le rapport, en fait. Chacun son tour. Non, Malik. Pas En de vérité, pas. on s'écarte, on s'entend pas de Ah oui, on Raja s'en Hayat. C'est fout de une Raja techno, Hayat, elle on n'est aussi. pas là, on n'est pas là, C'est on n'est une pas là. techno, elle Écoutez, aussi. Non, c'est pas une techno, c'est pas une techno. Respectez les gens. Attendez, chacun son tour. C'était à Malik. Malik, poursuit ton propos. Ensuite, ce sera au bourreau. Et à Mich. Mich, pardon. Et ensuite, ce sera JCW. Voice qui lève la main aussi depuis tout à l'heure. Désolé. Ouais, Vas-y, Philippe, Voice. Vas-y, je Voice. suis un peu Vas-y, avant non, le non, bourreau quand tu es même. même. Maintenant, vas-y, je t'en prie. Ça va calmer le Merci bourreau et beaucoup. Malik. Bon, très rapidement, deux questions pour Malik. La première question, Malik, par rapport à la position de l'UDMF, d'après toi, hein, je veux juste ton avis, tu penses qu'il est le plus proche de quel parti en France? Si tu dois simplement le situer. Ça m'intéresse de savoir. Et puis pour Toi, la tu aimes deuxième bien me question, poser des quand tu questions, répondras à toi. la première. Non, parce que parce Je que t'intrigue à ce ta point-là. façon de. ta- non, pas du tout. Ta façon Attends, mais ils ont eu de combien présenter. Ils ont eu combien parler du l'UDMF là parti pour les techno. élections? C'est un parti de techno, ils ont fait 0,3%. Je sais même pas pourquoi on Ah, parle mais de. ça va, Allez, bonne soirée 0,3. à tous. Attends, c'est l'équivalent de Reconquête. Mais les gens, moi je m'en fous de leur score. Moi, c'est juste que Malik présente les choses de façon assez carrée et j'aime bien. Du coup, moi, j'aimerais juste savoir ça. Ces informations-là, je pense, sont importantes. Non, mais il appartient à aucun parti, il est proche d'aucun parti. Moi, quand je suis arrivé sur Twitter, ça fait. Bon, proche d'aucun parti, proche d'aucun Non, parti. parce que certains vont considérer. Tu te doutes Bah, bien justement, que. tu sais pourquoi je te réponds comme ça? Parce que certains vont considérer qu'il y a des points de programme qui sont très à droite et d'autres qui vont considérer que certains points de programme sont très à gauche. Moi, j'ai entendu des gens dire, écoutez, le programme de l'UDMF est un programme Macron compatible, et il y en a d'autres qui sont venus me dire, écoute, en vérité, ton programme et celui-là de Mélenchon représente beaucoup de points de convergence. Tu vois ce que je veux dire? Donc, répondre à ça, en vérité, ce n'est pas si intéressant. En fait, ma question, elle cache un gros volet derrière. Je t'explique c'est quoi. C'est que je me dis, si tu situes l'UDMF par rapport à d'autres partis, c'est que forcément, tu as un électorat qui est beaucoup plus facile à atteindre que les partis qui sont radicalement opposés à toi. Et comme j'ai remarqué que tu étais assez opposé à Mélenchon et à LFI, donc je me dis, l'électorat de Mélenchon et LFI doit être certainement éloigné du vôtre. Désolé. Donc, vas-y, Voice, tu poses vite fait ta question. Donc, j'aimerais juste savoir quel est le parti pour lequel vous avez plus de ressemblance. Malik, voilà, tu réponds à la question. Ensuite, Mim Smith, je suis désolé. JCW, je suis désolé parce que je vais devoir vraiment partir. Malik, tu veux ouvrir un space comme ça les gens te suivent ou... Ah non, je n'ouvre pas de space. Moi. Qui veut ouvrir un space afin que vous puissiez poursuivre cette discussion? Voice, tu peux ouvrir un space ou pas? Ouais, je peux ouvrir après. J'ai pas trop de fanbase. Mais bon. c'est pas une question de fanbase. Il n'y a pas de fan ici. C'est juste une discussion. Tu poursuis. Et puis, parce que moi, je vais devoir partir. Malik, vas-y, tu veux répondre. Hein, il a dit aucun parti. Malik, c'est un indépendant. Malik, c'est un souverain. Non, je suis pas indépendant. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que bien évidemment, nous sommes intéressés par l'électorat dit musulman, mais ce n'est pas le seul. Moi, je veux, d'une certaine manière, reconquérir un électorat qui n'a, je suis désolé, de mon point de vue, rien à faire à gauche. Je me suis déjà exprimé tout à l'heure là-dessus. Nous considérons que l'électorat musulman n'est représenté par aucun parti organique. Ils ne sont ni plus ni moins que des individus, une communauté ou des électeurs instrumentalisés à des fins politiques par pur calcul politique. Donc c'est là où nous disons aux gens, aux Français de confession musulmane d'abord, mais pas que, en vérité, vous devez être chez nous, nous devons constituer un parti fort pour faire peut-être, pourquoi pas, basculer une élection, et c'est là où on crée le rapport de force, et c'est là où on est vu différemment par les partis organiques, et c'est là où on impose directement une respectabilité avec d'ailleurs une alliance qui va se décréter, mais en fonction de ce qu'on aura pu négocier. Et c'est comme ça, parce que la question pour moi fondamentale. Mais est-ce que Malik, excuse-moi Malik, est-ce que tu vois un parti Attends, je vais devoir partir. Je suis déjà en retard. Attends, juste une question qui moi m'intéresse beaucoup aujourd'hui. C'est qu'on a comme l'impression qu'aujourd'hui, le PS a cloué a posé le dernier clou du cercueil de LFI. Mais si demain LFI n'existe plus d'une certaine manière, ou si il est très dérisoire, où est-ce que vont aller
c'est français de confession musulmane. Ben, c'est une bonne question. On n'y répondra pas lors de ce space. Moi, je voulais. Ben voilà une ouverture, mon cher Philippe. Mais c'est excellent. Merci à toi, Malik. Je voulais remercier l'ensemble des intervenants et intervenantes. Merci à l'Arabie. Pour ceux qui le suivaient, voilà, je voulais vous dire que son compte a été malheureusement supprimé. Donc, ceux qui trouvent que son contenu est intéressant, n'hésitez pas à le suivre, ainsi qu'à d'autres personnes. Je voulais saluer d'abord les intervenants et intervenantes, les personnes qui sont là depuis le début du space. Merci à tous vos messages aussi privés. J'essaierai d'y répondre, les articles également. Je vous remercie 1000 fois de l'attention que vous avez portée à nos interactions. C'était vraiment très, très, très enrichissant, comme d'habitude. J'essaierai de faire plus de space. Malik parle de marotte. Moi, je pense que c'est bien de pointer du doigt et de continuer à le faire, les oppresseurs. Veuillez continuer à diffuser le maximum d'informations. Soyez actifs, pas passifs dans votre militantisme. Ça peut être un militantisme sur Twitter, ça peut être sur des manifestations. Faites-le comme cela vous semble, mais soyez actifs. Voilà. T'as oublié la dernière phrase. La dernière phrase. Ne cédez pas au lot. Ne cédez pas. Non, moi, regarde ce que j'ai écrit. J'ai pris une phrase d'un auteur que j'aime beaucoup, beaucoup, que je vous invite à lire. C'est de la Boétie. Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre. Moi, j'écris soyez résolus de ne plus servir, entre parenthèses, le lobby, et vous voilà libre. Voilà. Donc, je voulais vous dire vive la France et surtout voilà. Et c'est le nom de l'école de Mélenchon, l'Institut La Boétie. Eh ben, écoute, c'est un bon choix. C'est un bon choix. Malik, tu gâches mes chutes à chaque fois. Bon, salut tout le monde. Ciao. Et vive la Palestine surtout. Ciao. À bientôt.